Sur le bassin de la Vilaine, les archives mentionnent des inondations dès le XVe siècle. Des relevés de hauteur d'eau ont commencé à être effectués depuis le milieu du XIXe siècle et plusieurs inondations marquantes ont été enregistrées. À Rennes, en janvier 1881, en octobre 1966 et novembre 1974. À Redon, en janvier 1936, janvier 1995, janvier 2001 et février 2014. Redon est situé à l'aval du bassin, à une altitude proche de celle de la mer. Les crues y sont plus fréquentes. 35 crues débordantes ont été enregistrées entre 1900 et 2014. Les inondations ont un impact sur les personnes, sur les activités et perturbent le fonctionnement de la société. Il existe d'abord un risque pour la sécurité des personnes, même si les crues du bassin de la Vilaine sont moins dangereuses que les crues torrentielles qu'on rencontre là où le relief est plus marqué. Mais en 2001, une personne est décédée dans sa voiture en empruntant une route inondée pour aller travailler sur le secteur de Redon. Dans les logements inondés, les habitants doivent parfois se reloger temporairement et engager des travaux de réhabilitation suite aux inondations. Ils peuvent être confrontés à des problèmes sanitaires, moisissures. Les entreprises et équipements publics inondés sont souvent amenés à stopper leur activité. La remise en route peut nécessiter quelques jours ou quelques mois. Enfin, les inondations affectent le réseau routier avec des routes coupées à la circulation et la mise en place de déviations routières parfois longues. Suite à des pluies qui s'accumulent sur le bassin versant, le débit du cours d'eau augmente et la rivière sort de son lit pour inonder le fond de vallée. On parle d'inondations lentes de plaine sur les grands fleuves et cours d'eau tels que la Vilaine. Les débits et volumes d'eau en jeu sont considérables. En zone rurale, la pente prononcée ou certains aménagements et pratiques agricoles limitent l'infiltration des eaux de pluie dans le sol et favorisent leur ruissellement en surface. Ceci peut engendrer des inondations par ruissellement rural dans les fonds de vallons. Ce phénomène se produit de manière diffuse sur le bassin de la Vilaine. En zone urbaine, l'imperméabilisation des sols limite fortement l'infiltration des eaux de pluie qui se concentrent dans les réseaux d'assainissement pluvial. En cas de pluie intense, des inondations peuvent se produire par ruissellement sur la chaussée ou par saturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales. À Rennes, ce phénomène s'est produit le 30 juin 2009, immobilisant notamment le métro durant 24 heures. La nappe se charge par l'accumulation d'eau infiltrée dans les sols et peut alors atteindre le niveau de surface. Ce phénomène est très lent. Sur le bassin de la Vilaine, ce phénomène peut se rencontrer sur le secteur de Saffré, en Loire-Atlantique. Une tempête engendre des vents forts, une baisse de la pression atmosphérique et accentue la houle en mer. Sur la côte, lorsqu'une telle tempête se produit à marée haute par fort coefficient de marée, il se produit une inondation sur le trait de côte et dans les estuaires par submersion marine. Ce phénomène s'est produit en Vendée et en Charente-Maritime en 2010 lors de la tempête Xynthia. Sur le bassin de la Vilaine, les submersions marines sont limitées en estuaire par le barrage d'Arzal, mais peuvent se produire sur la côte et toucher de nombreux enjeux, notamment à Damgand, Tour du Parc, Sarzeau et Mesquer. De fortes précipitations tombent sur un relief marqué, ce qui engendre une crue rapide avec effet de vague suivi d'une décrue rapide. Ces phénomènes se rencontrent en montagne et sur le pourtour méditerranéen. Il n'existe pas d'inondation torrentielle sur le bassin de la Vilaine car les pentes ne sont pas assez prononcées.
Un bassin versant est une aire délimitée par des lignes de partage des eaux, à l'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées convergent vers un même point. Le bassin versant de la Vilaine s'étend sur près de 11 000 km². Il couvre en partie les départements d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan et des Côtes-d'Armor, et, plus à la marge, les départements de Mayenne et Maine-et-Loire. Il s'étend sur 2 régions, la Bretagne et les Pays de Loire. La Vilaine prend sa source à Juvigné, en Mayenne, passe à Vitré, Châteaubourg, Rennes, Guichen, Guipry, Messac, Redon, puis se jette en mer entre Pénétin et Billiers. Son principal affluent est l'Oust, qui prend sa source dans les Côtes-d'Armor, traverse Rohan, Josselin, Malétroit, Saint-Martin et se jette dans la Vilaine à Redon. Le chevelu hydrographique est très dense avec de nombreux affluents sur la Vilaine. Le Chevré, l'Isle, la Flume, le Meux, la Seiche, le Semnon, la Cher, le Don, l'Oust et l'Issac. L'Oust compte lui-même de nombreux affluents, le Lier, le Nignan, l'Yvel, l'Aclay, l'Aff et l'Arze. Sur le bassin de la Vilaine, les inondations sont causées par un cumul important de précipitations. Durant les hivers 1994-1995, 2000-2001 et dans une moindre mesure 2013-2014, les dépressions océaniques se sont succédées. Les précipitations se sont accumulées et ont provoqué la saturation des sols et le débordement des cours d'eau. Durant l'hiver 2000-2001, 4 pics de crues successifs ont été enregistrés. Lorsqu'il pleut, une partie de l'eau s'infiltre dans le sol, une autre partie ruisselle en surface. Durant les hivers pluvieux, les précipitations successives saturent le sol en eau. Il n'y a plus d'infiltration et 100% de l'eau qui tombe ruisselle en surface et se concentre dans les fossés et les cours d'eau provoquant des inondations. L'accumulation des pluies fait augmenter le débit et la hauteur d'eau des rivières. Sur chaque cours d'eau, la crue se propage de l'amont vers l'aval. Le temps de propagation du pic de crue sur un cours d'eau est fonction de plusieurs paramètres. Section et pente du cours d'eau, linéaire parcouru, ampleur du débit. La crue se propage plus rapidement si la pente et le débit sont plus forts. C'est ce qu'on appelle l'horloge des crues. À la confluence entre 2 cours d'eau, lorsque les pics de crue ne sont pas décalés dans le temps mais au contraire se rencontrent, on dit qu'il y a concomitance, ce qui augmente le niveau d'eau et l'ampleur de l'inondation. La ville de Montfort-sur-Meux a été édifiée à la confluence entre le Meux et le Garin. Le Meux a atteint la cote de 3,08 m à l'échelle de Montfort-Abbaye le 5 janvier 2001. Le Garin a réagi plus rapidement que le Meux et le pic de crue du Garin est passé avant celui du Meux, évitant l'effet de concomitance. Le 6 janvier 2001, à Pont-Réan, entre les communes de Guichen et Bruz, la Vilaine a atteint la plus forte cote enregistrée à 4,20 m à l'aval de l'Écluse. Le niveau est resté au-dessus de la cote de débordement grave durant 3 jours. 2 écoles primaires, plus de 150 logements et une quinzaine d'entreprises et commerces ont été inondés. À Guipry et Messac, la Vilaine a atteint sa cote maximale le 6 janvier 2001. Le niveau est resté au-dessus de la cote de 2,30 m à l'échelle de Guipry-Amont durant 4 jours. Le secteur de Mallon est particulièrement exposé aux inondations. Une centaine de maisons et une dizaine de commerces et entreprises ont été inondés. Le 7 janvier 2001, la Vilaine a atteint la cote de 5,34 m à l'échelle du quai Duguay-Trouin à Redon, égalant les inondations historiques de 1995 et 1936. La décrue a été lente et l'eau est restée 5 jours au-dessus de la cote de 4,30 m. 68 entreprises ont été inondées, ainsi que des logements à Redon, Saint-Nicolas-de-Redon et Rieux. De plus, toutes les routes entre Redon et le Morbihan ont été coupées à la circulation, obligeant les usagers à emprunter des déviations routières de 40 à 50 km.
À Malétroit, l'Oust a atteint le niveau record de 4,04 m à l'échelle aval de l'écluse le 6 janvier 2001. Les deux rives du centre-ville sont inondées pour cette côte, ainsi que l'île Notre-Dame et le quartier de la Dauphrène. L'amont de la Vilaine a été moins touché par les inondations de 2001. Cependant, à Châteaubourg, la crue de mars 2001 a atteint la cote de 2,80 m qui était supérieure à celle de 2,30 m atteinte en janvier 2001. Au mois de mars, les barrages de Haute-Vilaine chargés d'écrêter les crues étaient pleins du fait du cumul de pluviométrie de l'hiver et l'eau est passée en surverse. Les barrages sont alors devenus transparents. La cote de 2,80 m atteinte en mars 2001 reste cependant nettement inférieure à celle de 3,65 m atteinte en novembre 1974 avant la construction des barrages de Haute-Vilaine. Pour qualifier l'ampleur d'une crue, on estime sa période de retour calculée en années de manière statistique. Une crue fréquente aura une faible période de retour, par exemple 2 ans. Cette crue peut ne pas être débordante et rester dans le lit mineur du cours d'eau. Plus la crue est importante, plus sa période retour est également importante. 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans. On appelle crue centenale la crue qui a une période de retour estimée à 100 ans. Sur une période de plusieurs dizaines de milliers d'années, on estime qu'elle se produit en moyenne tous les 100 ans. Mais ramenée à l'échelle du temps humain, une crue centenale a une probabilité sur 100 de se produire chaque année. C'est une probabilité assez forte. 2 crues centenales peuvent se produire 2 années de suite, voire la même année. Par comparaison, la probabilité de connaître un incendie dans un bâtiment est de 1 sur 100 000. La crue centenale est en général la crue prise en référence dans les plans de prévention des risques d'inondation qui réglementent l'urbanisme. Mais la crue centenale n'est en aucun cas un maximum absolu. La crue centenale peut être dépassée, comme cela a été le cas pour les inondations de 1846, 1856 et 1866 sur la Loire moyenne ou plus récemment avec la crue de l'Elbe dans l'est de l'Allemagne en juin 2013. Sur l'amont de la Vilaine, 3 barrages ont été construits. Le barrage de la Vallière, mis en service en 1979, stocke 5,5 millions de mètres cubes destinés à la production d'eau potable et au soutien d'étiage, mais pas à l'écrêtement des crues. Le barrage de Haute-Vilaine, mis en service en 1983, stocke 6,5 millions de mètres cubes. Celui de la Cantache, mis en service en 1995, stocke 6 millions de mètres cubes. En plus des objectifs de production d'eau potable et de soutien d'étiage, ces 2 barrages ont une mission d'écrêtement des crues. Hors période de crue, l'objectif des barrages est de stocker de l'eau pour produire de l'eau potable et pour faire un soutien d'étiage. Il s'agit alors de stocker un maximum d'eau tout en respectant un débit minimal à l'aval. En période de crue, l'objectif de ces barrages est de stocker de l'eau pour limiter les inondations plus à l'aval de Châteaubourg à Rennes. Pour cela, au début de l'hiver, le niveau des barrages est descendu, mais pas trop bas pour continuer à assurer sa fonction d'alimentation pour produire de l'eau potable. Lorsqu'une forte pluie survient, le barrage stocke l'eau jusqu'à ses capacités maximales. Après une crue, de l'eau est évacuée progressivement du barrage afin d'être en capacité de stocker une éventuelle prochaine crue. Si le barrage est rempli, l'eau qui continue d'arriver passe en surverse et on dit que le barrage devient transparent. En matière d'écrêtement des crues, l'influence des 2 barrages de Haute-Vilaine et de la Cantache s'étend principalement jusqu'à Rennes. À l'aval de Rennes, les barrages écrêteurs n'ont plus d'influence sensible car la Vilaine reçoit plusieurs affluents importants, l'Isle, la Flume, le Meux et la Seiche. À l'aval du bassin, le barrage estuarien d'Arzal-Camoël a été édifié dans les années 1960 et mis en service en 1971. Le barrage d'Arzal est constitué d'une digue
de 5 portes qui permettent de réguler le niveau amont, de passes à poissons, d'une écluse pour la navigation de plaisance et d'une tour de contrôle. Ce barrage a 2 missions principales: limiter les inondations à Redon et constituer une réserve d'eau douce destinée à produire l'eau potable. Les objectifs secondaires sont les équilibres sur les marais de Redon et en estuaire, la navigation de plaisance avec l'écluse et le suivi des poissons migrateurs avec les passes à poissons. Avant la construction du barrage, la marée remontait jusqu'à Redon, qui connaissait des inondations fréquentes dues à la rencontre entre une crue de la Vilaine ou de l'Oust et une marée haute à fort coefficient. En hiver, l'objectif premier du barrage est de limiter les inondations sur le secteur de Redon. Depuis sa mise en service en 1971, le barrage stoppe la marée et soustrait ainsi une des causes des inondations à Redon. Pour remplir cette fonction de régulation hydraulique, le barrage comporte 5 portes qui permettent de gérer le débit de la Vilaine. En période de crue, ces 5 vannes sont fermées à marée haute, puis sont largement ouvertes dès que la marée redescend afin d'évacuer un maximum d'eau dans le bief de la Vilaine entre le barrage et Redon. À la pleine mer suivante, les vannes sont à nouveau fermées et ainsi de suite. La gestion de ces vannes n'est pas automatique. Elle est réalisée par 5 barragistes qui assurent des astreintes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au-delà d'un certain seuil, les débits du fleuve Vilaine sont tels que l'impact de la marée et donc de la barrière créée par le barrage n'a plus d'incidence et des inondations peuvent se produire sur le secteur de Redon. C'est ce qui s'est passé en janvier 1995, janvier 2001 et dans une moindre mesure en février 2014. Depuis sa mise en service, le barrage stoppe la remontée d'eau de mer, quel que soit le coefficient de marée. Lors des petites crues, le barrage permet de gérer les niveaux jusqu'à Redon et d'éviter les inondations fréquentes. En revanche, lors des crues moyennes à fortes, les forts débits de la Vilaine et de l'Oust saturent en eau les marais et provoquent des inondations à Redon. Face à ces forts débits, le barrage n'a plus d'influence sur le secteur de Redon. Les 9, 10 et 11 février 2014, le débit moyen de la Vilaine, supérieur à 900 mètres cubes par seconde, était suffisant pour contrer les faibles coefficients de marée, entre 36 et 50. Et il n'a pas été nécessaire de fermer les vannes du barrage à marée haute, le niveau côté Vilaine étant supérieur au niveau côté mer. Dans ces périodes, le barrage devient transparent et l'estuaire retrouve son fonctionnement d'avant le barrage. Le coefficient de marée n'a pas une influence importante à Redon en période de crue, car sur un cycle complet de marée, le barrage est en capacité d'évacuer à peu près la même quantité d'eau. En effet, par faible coefficient, les 5 vannes du barrage ne seront pas fermées longtemps à marée haute, mais la marée basse ne descend pas très bas. Par fort coefficient, le barrage doit être fermé plus longtemps à marée haute, mais le très bas niveau de la marée basse permet une plus grande évacuation d'eau par le barrage. La seule condition pénalisante pour le barrage en période de crue serait d'avoir une surcote marine liée à la conjonction du vent, de la houle et de faibles pressions atmosphériques. Dans ce cas, le barrage devrait être fermé plus longtemps à marée haute et ne pourrait pas évacuer beaucoup d'eau à marée basse. Le bassin versant de la Vilaine est peu équipé de digues. On trouve des digues à Rennes et à Saint-Nicolas-de-Redon. Ces digues ont pour mission de protéger des inondations des logements, des équipements publics ou des entreprises. Les digues peuvent être construites en terre avec un noyau en argile, avec des pales planches ou en béton.
Mais comme tout ouvrage hydraulique, les digues ont leurs limites de fonctionnement. L'eau peut s'infiltrer au travers d'une digue si elle a été mal conçue ou mal entretenue. Pour éviter cela, la réglementation impose une surveillance et un entretien régulier des digues. Mais l'eau peut aussi passer par-dessus les digues en cas de très forte inondation, car il n'est pas possible de se protéger contre toutes les inondations. Pour prendre en compte ces situations, la réglementation impose que les digues soient équipées de déversoirs. Lorsqu'une digue n'est pas équipée de déversoir, son dépassement engendre souvent des brèches et des ruptures d'une partie de la digue. A l'inverse, lorsque le niveau d'eau atteint le haut d'une digue équipée d'un déversoir, l'eau s'écoule par ce déversoir. Au niveau de ce déversoir, la structure de la digue est renforcée afin de supporter les effets du courant. La surverse de la digue est concentrée en un point bien défini. Une technique différente des protections rapprochées permet d'agir sur le phénomène inondation. Il s'agit d'aménagements de ralentissement des crues installés dans une vallée non urbanisée. Avant aménagement, le cours d'eau circule librement et déborde partout dans la vallée en cas de crue. Le ralentissement des crues consiste à édifier un barrage équipé d'une fenêtre au niveau du cours d'eau. Hors période de crue, l'eau s'écoule librement au travers de cette fenêtre. En période de crue, la fenêtre retient une partie du débit du cours d'eau et de l'eau est stockée par le barrage, ce qui permet de limiter le débit et la hauteur d'eau en aval. Si la retenue est pleine, l'eau peut s'écouler par un déversoir. À la décrue, le niveau d'eau descend progressivement derrière le barrage jusqu'à ce que le cours d'eau retrouve son lit mineur. 2 zones de ralentissement des crues ont été aménagées sur le bassin de la Flume et 4 sur le bassin de la Cher en amont de Châteaubriand. Sur la Cher, ces 4 aménagements sont complémentaires. Le 24 décembre 2013, ces retenues se sont remplies et ont permis d'éviter une inondation à Châteaubriand. Cependant, ces ouvrages ont été dimensionnés pour stocker une crue de période de retour de 10 ans. Pour une crue supérieure, les retenues se rempliraient complètement, puis l'eau passerait en surverse. Les ouvrages deviendraient alors transparents. Pour avoir un intérêt, les zones de ralentissement des crues doivent pouvoir stocker une quantité d'eau suffisante pour limiter la hauteur plus à l'aval sur des secteurs avec des enjeux humains inondables. Fin 2013, l'IAV a finalisé une étude visant à identifier les possibilités techniques de réaliser de nouvelles zones de ralentissement des crues. Ces possibilités s'avèrent assez limitées pour protéger les secteurs d'enjeu des axes Oust et Vilaine. Seul un sous-bassin pourrait présenter un intérêt, le Chevré, pour limiter les inondations à Rennes. Ce type d'aménagement pourrait également être intéressant pour des secteurs d'enjeu situés sur les affluents tels qu'à Montfort-sur-Meux. On parle de crue dès que le débit d'un cours d'eau augmente. On parle d'inondation quand une crue fait déborder le cours d'eau de son lit mineur. Mais une inondation n'engendre pas toujours de risque. Si cette inondation atteint des prairies, elle n'engendre pas de risque particulier. En revanche, si l'inondation touche des enjeux humains, maisons, écoles, entreprises, routes, il existe des risques. Une maison, une école ou une entreprise située en zone inondable peut être plus ou moins vulnérable aux inondations. Il est possible d'adapter un logement ou une activité aux inondations. Les équipements sensibles peuvent être surélevés, les matériaux de construction peuvent être adaptés, des bâtards d'eau peuvent limiter l'entrée d'eau. Pour adapter un logement ou une activité aux inondations, il est nécessaire de réaliser un diagnostic qui identifiera les techniques et matériaux adaptés à chaque situation. Trois objectifs sont définis pour la gestion du risque inondation. La vie et la santé humaine,
la réduction du coût des inondations et le retour rapide à la normale après une inondation. Sur le bassin de la Vilaine, la gestion du risque inondation a évolué d'une action centrée sur l'aléa, le phénomène inondation qui vise à lutter contre les inondations, vers une action sur les enjeux humains et leur vulnérabilité visant à vivre avec les inondations. Pour connaître le risque inondation, il est nécessaire de connaître le phénomène inondation et les enjeux humains exposés. Sur le bassin de la Vilaine, l'IAV a élaboré un modèle hydraulique couplé à un modèle pluie-débit qui permet de déterminer le débit sur les cours d'eau en fonction de la pluviométrie. Grâce au modèle hydraulique, il est notamment possible de tester l'efficacité d'un ouvrage hydraulique en projet, en comparant la situation avant et après l'aménagement. En complément, l'IAV a élaboré une base de données des bâtiments situés en zone inondable. Sur 176 communes, cette base de données identifie les logements, les équipements publics et les entreprises à l'échelle cadastrale. Plus de 15 000 ont été recensés. 83% des bâtiments inondables sont des bâtiments de logement et 17% des bâtiments d'activité. Parmi les activités, 50% sont des activités de commerce et d'artisanat. La connaissance du risque doit encore progresser avec l'amélioration du modèle hydraulique global, complété par des modèles locaux plus précis et par le développement de la base de données des enjeux inondables vers les enjeux des réseaux routiers et électriques. Le Code de l'environnement indique que les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Le préfet établit le dossier départemental sur les risques majeurs qui recense tous les risques majeurs naturels et technologiques. Au travers du document d'information communal sur les risques majeurs, dit CRIM, le maire doit informer la population de sa commune sur les risques majeurs et sur les consignes à suivre en cas de sinistre. Les repères de crues contribuent également à informer la population. Fixés sur la façade de bâtiments, ils matérialisent la hauteur atteinte par l'eau pour les crues historiques. Sur le bassin de la Vilaine, l'IAV prend en charge la pose de ces repères de crues pour le compte des mairies. Début 2014, 200 repères de crues avaient déjà été posés et il est prévu d'en poser 100 supplémentaires. Lorsqu'un bien immobilier, bâti ou non, se situe dans le périmètre d'un plan de prévention des risques, le vendeur ou bailleur de ce bien a une obligation d'information. L'objectif de cette réglementation est de permettre aux citoyens d'acheter ou de louer un bien immobilier en toute transparence par une bonne connaissance des risques et des événements passés. Au-delà des actions réglementaires, il est aussi possible de faire du risque un atout touristique, avec la réalisation de sentiers pédagogiques thématiques ou d'un zouave local. À Paris, sur le pont de l'Alma, la statue d'un zouave sert de repère visuel aux Parisiens pour les crues de la Seine. L'information experte, côte de la Seine à 8,62 m en 1910, est rendue plus accessible au grand public. En 1910, le zouave avait de l'eau jusqu'aux épaules. À l'image de ce zouave parisien, une statue d'un personnage local permettrait de matérialiser les crues de la Vilaine. Enfin, des démarches pédagogiques peuvent être initiées avec les scolaires comme le concours Mémorisque. L'outil réglementaire pour prendre en compte le risque inondation dans l'urbanisme est le plan de prévention du risque inondation, PPRI pour les inondations fluviales ou plan de prévention des risques littoraux, PPRL pour les submersions marines. Les PPR sont réalisés par le préfet du département. Le PPR cartographie les zones inondables par une crue centenale, crue qui a une probabilité sur 100 de se produire chaque année. Cartographie les enjeux humains à l'intérieur de ces zones inondables et, par croisement des deux cartes précédentes, définit des zones associées à un règlement d'urbanisme. Dans les zones inondables non bâties, surfaces agricoles ou naturelles, l'urbanisme est en général gelé afin de préserver les zones d'expansion des crues.
Dans les zones inondables déjà bâties, l'installation et l'extension de nouveaux bâtiments sont réglementés afin de limiter leur vulnérabilité. Le PPR est annexé au plan local d'urbanisme, PLU, et vos servitudes d'utilité publique. En 2014, sur le bassin de la Vilaine, 8 PPRI sont approuvés et 2 autres sont en prévision. Dans les communes concernées par le risque inondation, mais non couvertes par un PPRI, il est recommandé de prendre en compte ce risque dans le PLU en identifiant les zones inondables et en adoptant un règlement visant à empêcher ou limiter leur urbanisation afin de limiter le risque aux populations et de préserver les zones d'expansion des crues. Réduire la vulnérabilité aux inondations d'un bâtiment, d'un équipement ou d'une entreprise consiste à prendre en compte son caractère inondable et à l'adapter afin de limiter les conséquences des inondations. Il s'agit de réaliser un diagnostic individuel pour déterminer les points les plus sensibles aux inondations et faire des recommandations. Ces recommandations sont d'ordre technique: surélever un équipement électrique, protéger les ouvertures d'un bâtiment avec des barrières amovibles, choisir des isolants non sensibles à l'eau. Et d'ordre organisationnel, plan de gestion de crise interne. Une fois le diagnostic réalisé, il appartient au propriétaire de mettre en œuvre ces recommandations. Entre 2006 et 2009, l'IAV a réalisé 9 diagnostics d'entreprise et prévoit de réaliser des diagnostics d'équipements publics et de s'associer à une communauté de communes ou d'agglomérations pour réaliser des diagnostics dans l'habitat. La prévision des crues est assurée par un service de l'État, le service de prévision des crues Vilaine et Côtier breton. Ce service dispose des débits et des hauteurs d'eau enregistrées à différentes stations du bassin ainsi que de prévisions météorologiques. Il prévoit alors l'évolution des événements et les communique via le site internet Vigicru qui existe en France depuis 2005. Sur le site Vigicru, le niveau de vigilance pour les prochaines 24 heures est indiqué par un code de couleur sur chaque tronçon de cours d'eau: vert, jaune, orange et rouge. Dès qu'un tronçon de cours d'eau n'est plus en vert, un bulletin de vigilance est rédigé et indique la tendance et les niveaux attendus. Il est aussi possible de consulter les hauteurs d'eau en quasi temps réel sur les stations. En cas d'inondation, le premier acteur de la gestion de crise est l'habitant du logement inondé ou le chef de l'entreprise touchée. La première préoccupation doit être d'assurer la sécurité des personnes. Mais chacun cherche également à limiter les dégâts matériels en freinant l'entrée de l'eau, en surélevant ou en évacuant le mobilier, les machines ou les produits sensibles. Suite à la décrue, la préoccupation est la remise en état pour réintégrer les locaux au plus vite. Lorsqu'une inondation survient, le maire devient directeur des opérations de secours. Il doit diffuser l'alerte, mettre en œuvre les mesures de soutien et d'accompagnement de la population et coordonner les différents services impliqués. Pour l'aider dans cette tâche, le maire doit élaborer son plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde recense les risques de la commune avec des cartes, définit l'organisation communale de gestion de crise et identifie les moyens mobilisables, personnes, matériels, véhicules, locaux. Au niveau départemental, le préfet diffuse les bulletins de vigilance au maire. Le préfet devient directeur des opérations de secours si une crise dépasse les frontières et les moyens communaux. Il peut alors activer son plan ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile. Une crise d'une ampleur exceptionnelle serait gérée par le préfet de la zone de défense ou par le Premier ministre. Les services de secours, pompiers, gendarmes, sont fortement mobilisés en période d'inondation pour assurer le secours à la population et le maintien de l'ordre. Les associations de sécurité civile comme la Croix-Rouge ou la Protection civile peuvent être appelées en renfort sur des missions de soutien et d'assistance à la population. Elles sont notamment capables d'organiser l'hébergement d'un grand nombre de personnes évacuées dans un gymnase.
Les gestionnaires des routes, l'État, les départements et les communes, suivent l'évolution des niveaux d'eau pour couper à la circulation les routes inondées et mettre en place des déviations routières. Les gestionnaires des réseaux d'électricité, de télécommunications ou de gaz doivent surveiller leurs équipements en zone inondable et, le cas échéant, procéder à leur mise à l'arrêt, puis à leur remise en état après la décrue. Les barrages, les digues, les zones de ralentissement des crues ont pour rôle d'agir sur le phénomène inondation en stockant de l'eau ou en limitant les débordements des cours d'eau. Le PAPI est un dispositif contractuel de l'État. À partir d'un diagnostic du territoire, le PAPI fédère les différents maîtres d'ouvrage, définit une stratégie et un plan d'action. Le PAPI assure une cohérence des actions et des acteurs à une échelle pertinente. Les subventions de l'État sont conditionnées à l'obtention du label PAPI sur un projet de territoire. Sur le bassin de la Vilaine, suite à un premier PAPI de 2003 à 2011, l'IAV porte un second PAPI sur la période 2012-2018. 9 maîtres d'ouvrage, parmi lesquels l'État, l'IAV et la ville de Rennes, portent 46 actions pour un budget de 2,2 millions d'euros. Une action incarne particulièrement le changement d'approche dans la gestion des inondations. Sur la zone industrielle portuaire de Redon, fortement inondée en 1995 et 2001, l'IAV portait un premier projet de protection partielle des digues. Mais le nombre d'entreprises de plus en plus réduit sur cette zone et le budget élevé de 22 millions d'euros ont amené les décideurs à ne pas concrétiser ce projet. Dans le cadre du second PAPI, l'IAV s'est associé à la communauté de communes du pays de Redon et à la ville de Redon pour accompagner le déménagement des entreprises restantes et renaturer une partie de la zone. La directive européenne 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion du risque inondation a été transposée en droit français par la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010. Sa mise en œuvre se fait à 3 niveaux. Au niveau national, une stratégie nationale de gestion du risque inondation, SNGRI, est définie. Au niveau du bassin Loire-Bretagne, un plan de gestion du risque inondation, PGRI, est défini. Enfin, au niveau local, c'est une stratégie locale de gestion du risque inondation, SLGRI, qui est mise en œuvre. La directive inondation est mise en œuvre dans une démarche itérative tous les 6 ans et organisée en 4 étapes. La première étape consiste à réaliser un état des lieux, intitulé « Évaluation préliminaire du risque inondation » (EPRI). La deuxième étape vise à définir les priorités en identifiant des territoires à risque important d'inondation (TRI), qui feront l'objet de stratégies locales. Sur le bassin de la Vilaine, un TRI a été défini sur 46 communes de Châteaubourg à Rieux. La troisième étape consiste à réaliser une cartographie des risques sur les TRI avec 3 événements. Une crue fréquente, une crue moyenne, la crue centenale, et une crue extrême. Enfin, la quatrième étape vise à définir un plan de gestion du risque inondation, PGRI, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne et une stratégie locale de gestion du risque inondation, SLGRI, à l'échelle du bassin versant. Le changement climatique observé au niveau mondial a et aura des effets au niveau régional. Le premier phénomène attendu est l'élévation du niveau marin de 60 cm environ d'ici 100 ans. Sur la côte, l'élévation du niveau marin aura pour effet d'augmenter la fréquence des submersions marines. Dans l'estuaire de la Vilaine, c'est la gestion du barrage d'Arzal qui sera mise en question
notamment en période de crue. Le barrage pourrait ne pas être capable d'évacuer autant d'eau en période de crue, ce qui augmenterait le risque sur le secteur de Redon. Une étude vise à anticiper ce phénomène. Aucun scénario caractéristique ne se distingue, en revanche, sur l'évolution des pluies et des débits des cours d'eau sur la Bretagne, mais les services en charge du risque inondation restent en veille sur ce sujet.